2, topo des stats en fait. Alors, ça va être peut-être moins passionnant que tout à l'heure et surtout, alors, parmi vous certains qui ont, et certaines qui ont déjà commencé leur thèse ou débuté quand même les recueils de données. Donc, ça va être un peu redondant pour ces personnes-là. Par contre, du coup, c'est qu'on va traiter, c'est vraiment des notions de base d'initiation à la recherche et à la recherche clinique. Donc, on va commencer vraiment sur l'épidémiologie clinique. Et après, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais pas trop sur certaines méthodologies statistiques. Donc, une chose que je répète à chaque début de cours, c'est que tout projet de recherche a un objectif principal, donc une question, une hypothèse qui est formulée a priori. Ça, c'est très important, en fait, même quand vous venez à la DRI, par exemple, pour proposer un projet de recherche, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une hypothèse, c'est d'avoir une question que vous êtes posée au lit du patient dans votre exercice clinique. Et donc, cette question est la question qui porte votre projet. Et à chaque objectif principal correspond un critère de jugement principal. Ça veut dire une mesure, quelque chose qu'on peut quantifier ou que quand même on peut dénombrer. Par exemple, le nombre des décès, c'est un critère de jugement principal, ou un paramètre biologique est un autre type de critère de jugement principal. Et donc, c'est quelque chose qu'on vous demande d'avoir bien en tête quand vous venez en fait proposer un projet de recherche, parce que c'est à vous en fait d'avoir en tête l'objectif de votre recherche. Là, c'est vraiment pour les faire simple. Pour le faire simple, que je parle seulement d'un critère et d'un objectif principal. En réalité, quand vous allez regarder les publications les plus récentes, vous pouvez voir aussi qu'il y a certaines études, notamment des essais cliniques qui sont très puissants, très bien menés, etc., qui peuvent avoir plusieurs objectifs principaux et plusieurs critères de jugement principaux, mais qui respectent quand même des règles et des méthodologies qui sont bien fixées par les agences du médicament, par exemple l'agence américaine et l'agence européenne. Donc là, c'est des essais, quand même des études beaucoup plus complexes. Donc globalement, c'est des essais qu'on ne voit pas très souvent, et c'est des essais souvent plus coûteux. Alors, cela dit, c'est un petit récap en fait des types d'études. Vous savez, on peut avoir deux types principaux d'études. Pour résumer, on a les études interventionnelles et les études observationnelles. Donc, les études interventionnelles, comme dit le nom, sont des études où il y a une intervention. Donc, par exemple, l'effet d'administrer un traitement rentre en fait dans les cadres des études interventionnelles. Donc, on fait quelque chose pour changer un état de santé, pour changer une condition ou pour avoir un impact sur un événement de santé qui nous intéresse. Donc, ces études observationnelles, après, sont divisées en fonction de notre objectif, en étude des supériorités ou en étude de non-infériorité ou des bioéquivalences, qui demandent du coup des méthodologies légèrement différentes, également des calculs de nombre de sujets nécessaires différents. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines études qu'un nombre de sujets sont plus coûteux que d'autres et qui demandent aussi une méthodologie différente. Une grosse partie de la recherche clinique et médicamenteuse est représentée par ces types d'études, mais on a aussi un grand volet représenté par les études observationnelles. Donc, c'est des études où on n'a pas d'intervention. Il y a pas une prise en charge, par exemple, une nouvelle prise en charge qui est mise en place pour les patients. Il n'y a pas de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments qui sont administrés aux patients. Et donc, on se limite seulement à observer ce qui se passe dans l'état de santé, dans les parcours de soins du patient. Et ces études, en fonction de leur structure, peuvent être distinguées en études transversales, études cas témoins, et les études de cohorte. Et les études de cohorte, en fait, en particulier, sont des études qui peuvent être séparées en études prospectives et rétrospectives. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ces deux types d'études, les études de cohorte prospectives ou rétrospectives et les études de cas témoins. Donc, dans les études de cohorte, c'est qu'on fait, la cohorte, c'est une population. Ce qu'on fait dans les études de cohorte, c'est qu'on prend une population, par exemple une population des patients, et on suit on suit cette population pendant un certain temps. Ce temps peut être très court, peut être 6 mois, peut être 1 an, mais peut être parfois dans les cohortes plus importantes, ça peut être un temps très long. Par exemple, si en France, il y a plusieurs cohortes qui sont actuellement en cours, ils sont tous recensés sur les sites France Cohorte, et ces cohortes sont des cohortes qui durent depuis 10 ans, 15 ans, etc. Et l'objectif de ces cohortes, c'est d'évaluer, d'observer l'état de santé du patient.
au début du suivi, les patients, on ne connaît pas l'état de santé du patient, donc on ne sait pas quel patient va être malade et quel patient ne va pas être malade pour la maladie qui nous intéresse. Je parle des maladies, mais ça peut être un autre événement de santé, ça peut être également par exemple les décès. On s'intéresse seulement, on vise seulement à observer, on va aussi recueillir les expositions. Par exemple, les expositions peuvent être une exposition à l'environnement, à la pollution ambientale, par exemple, mais ça peut être également à certains médicaments ou des facteurs, ce qu'on appelle facteurs de risque modifiables, par exemple l'alcool, les tabacs, l'exposition à certains cancérogènes, etc. Donc, on connaît presque rien en fait de l'état de santé du patient. On ne connaît pas en fait les expositions et surtout on ne connaît pas la maladie, si la maladie va se manifester auprès du patient. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a des sujets qui ont été exposés, par exemple au tabac, et parmi ces sujets, on aura des sujets qui vont tomber malades et des sujets qui ne seront pas malades à la fin du suivi. Et pareil, parmi les sujets qui n'ont pas été exposés, on aura des sujets qui seront malades à la fin de notre suivi et des sujets qui ne seront pas malades à la fin de notre suivi. Et l'objectif de notre étude, c'est de mettre en lien l'association qui existe entre l'exposition, oui, non, et l'effet d'être malade à la fin du suivi. Donc, être malade, oui, ou être malade, non. Et on va mesurer cette association qui existe, ces liens d'association qui existent entre l'exposition et la maladie par ce qu'on appelle la taille d'effet ou l'effect size en anglais. Et cette taille d'effet peut être des choses c'est sûrement des termes que vous avez déjà entendus. Donc, vous avez les risques relatifs ou les hasards de ratio. Ça dépend en fait du type des données auxquelles on s'intéresse. Donc, on peut mesurer cette association par les biais principalement de ce détail d'effet. Dans l'étude des cohortes, ça c'est l'exemple d'étude des cohortes, peu importe qu'elles soient rétrospectives ou prospectives. Les études de cas témoins sont des études où on renverse un peu la situation. Ça veut dire, au début des études de cas témoins, on a déjà notion de la maladie, donc on sait déjà qui est malade et qui n'est pas malade, donc on sélectionne les sujets malades et on choisit d'appareiller à ces sujets malades des sujets qui ne sont pas malades et on les appareille normalement pour certaines caractéristiques que nous estimons être importantes pour nous. Après, ça peut être des caractéristiques assez simples, la tranche d'âge, par exemple, les sexes, mais ça peut être des caractéristiques cliniques plus complexes, plus compliquées à recueillir. Donc, on connaît déjà l'état de santé du patient, on sait qui est malade, on sait qui n'est pas malade, et on va évaluer, on va les suivre pendant un certain temps, on va voir, plutôt que suivre, on va recueillir l'exposition de façon rétrospective. Donc, on va recueillir l'information concernant l'effet d'avoir pris un médicament, par exemple, d'avoir été exposé au tabac, d'avoir été exposé à un polluant. Et donc, on va établir les liens d'association entre l'exposition et la maladie. Donc, on fait exactement la chose qu'on faisait tout à l'heure dans les études des cohortes, sauf qu'on les fait à l'inverse. En fait, on connaît déjà l'état de santé et on s'intéresse à des expositions passées. Et donc, on va établir cette taille d'effet. Donc, on retrouve exactement les mêmes, les mêmes objectifs. En fait, c'est celui d'établir un lien d'association qui est mesuré. Donc, la grandeur est donnée par celle qu'on appelle la taille d'effet, sauf que cette taille d'effet n'est pas représentée par les risques relatifs ou les risques instantanés, l'hasard de ratio de tout à l'heure, mais sera représenté par les odd ratio ou les rapports d'écoute. Pourquoi c'est là? Pourquoi on ne peut pas utiliser dans des études cas témoins pour établir la grandeur de l'association entre l'exposition et la maladie, les risques relatifs au risque instantané, et on utilise plutôt une probabilité qui est représentée par les odd ratio parce que tout simplement, ça n'a pas de sens de calculer les risques de la maladie en sachant que nous, on sait déjà qui est malade et qui n'est pas malade. Donc, on ne peut pas calculer les risques de quelque chose dont on a déjà l'information. Donc, ça, c'est la différence principale qui est importante pour l'interprétation de la littérature, mais importante aussi quand vous mettez en place votre étude, comment on va recueillir les données, est-ce qu'on peut suivre les patients dans les temps et on ne sait pas qui est malade et qui n'est pas malade, ou on n'a pas le temps de suivre les patients, on va recueillir déjà l'état de santé et on va inclure les patients. L'étude cas témoin, c'est une étude moins probante sûrement que les études des cohortes ou les études interventionnelles, mais ce qui est intéressant dans les études cas témoin, c'est qu'elles sont des études peu coûteuses et sont des études également qui peuvent permettre d'étudier des pathologies rares, des événements plus rares en fait,
pour lesquels on n'a pas beaucoup de malades, les études cas témoins nous facilitent la tâche parce qu'on fait un recueil déjà de tous les malades dont on a disposition et après on apparaît des sujets non malades. Alors que si on réalise une cohorte sur une maladie rare, il nous faudrait des années pour avoir tous les nombres des patients, tous les effectifs, les nombres de sujets nécessaires qui pourront répondre à notre question d'une façon probante en statistique. Donc ça, c'est par contre les schémas des études interventionnelles. Ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y a toujours une randomisation, enfin, on essaie d'avoir toujours une randomisation qui permet du coup de dispatcher nos sujets entre un groupe traitement et un groupe sans traitement. Et après, on va suivre ces patients pendant un certain temps. Donc, ça dépend de la durée de l'essai clinique. Et on va du coup, si par exemple, si les deux groupes étaient représentés par un nouveau traitement et un ancien traitement, on va regarder combien sont guéris à la fin de notre suivi et combien ils ne sont pas guéris à la suite de la prise du nouveau traitement. Donc, on ajoute quand même une étape importante qui est la randomisation. Donc, tout cela pour venir quand même sur une chose qui est très importante pour déjà quand on va évaluer les études, mais très importante aussi quand on va, par exemple, on a mis en place une étude pour la thèse d'exercice, par exemple, quelles conclusions on peut tirer à partir de cette étude? Comment on peut discuter en fait les données qu'on a obtenues et les résultats qu'on a obtenus à la fin de notre étude. Donc, je commence par là plutôt, dans les études, dans l'épidémiologie interventionnelle, dans la recherche clinique globalement. Quand il y a une intervention, il y a une randomisation. Du coup, les patients sont alloués au bras traitement ou au bras contrôle, par exemple. Et on va, à la fin de notre suivi, regarder qu'il y a un malade et qui est sain au sein de notre population. Ces études nous permettent d'obtenir deux populations qui sont comparables pour toutes les caractéristiques que nous avons contrôlées, des populations qui certes sont très sélectionnées, mais qui restent quand même comparables. Et c'est des études hautement probantes qui nous permettent également d'établir un lien de causalité entre l'intervention et l'état de santé. Donc, en fait, à l'issue d'une étude interventionnelle, on pourra dire que, par exemple, ça dépend de certaines caractéristiques de l'étude, il faut annoncer là aussi, mais si l'étude a une forte puissance statistique, elle est bien menée, la randomisation était bien faite, on peut établir un lien de causalité. Donc, dire que le traitement est la cause de la guérison, par exemple. Et donc, le niveau d'épreuve porté par l'étude est très, très élevé. Alors que ce n'est pas forcément la même chose dans les études observationnelles où on n'a pas mis en place une intervention, on n'a pas contrôlé notre population, donc on ne l'a pas sélectionné, on n'a pas contrôlé certains facteurs de confusion au sein de notre population. On a seulement observé la vraie vie, on a seulement regardé ce qui se passe dans le suivi de ces patients-là et quel est leur état de santé à la fin du suivi. Donc, on ne peut pas mettre en évidence un lien de causalité entre une exposition qui existe au sein de notre population et l'état de santé à la fin de notre suivi. Donc, on a vraiment une différence importante qui concerne les niveaux d'épreuve de ces deux types d'études, qui nous permettra également de tirer des conclusions, d'écrire une discussion entre guillemets différente si on a fait un essai clinique ou si on a fait tout simplement un essai observationnel. Clairement, il y a des essais observationnels aussi qui ont une forte puissance statistique, qui sont très bien menés et qui du coup ont permis quand même d'établir un lien de causalité qui existe entre une exposition et une maladie. Par exemple, si on prend les tabacs, qu'on a établi un lien de causalité entre les cancers et les tabacs, on n'a pas fait un essai randomisé où on demandait à certains patients de fumer, d'autres patients de ne pas fumer. Ce n'était pas éthique, clairement. On a utilisé des essais observationnels, des études observationnelles de forte puissance avec une population très, très grande qui nous ont permis quand même d'établir un lien de causalité avec des preuves biologiques et d'autres types clairement. Je ne reprends pas les critères de Bradford-Hill des causalités. Alors, donc, cela a une utilité également en clinique parce que ça nous permet du coup de classer les études en fonction de leur grade de recommandation et de leur niveau d'épreuve. Donc, les essais randomisés, par exemple, comparatifs randomisés avec une forte puissance sont les niveaux 1
Et donc, les grades de preuve, recommandations menées par ces études, les grades les plus élevés. Alors, cette grille, vous l'avez sûrement déjà vue, elle est disponible sur le site de la HAS. Elle nous permet de classer les études en fonction de la preuve des causalités qu'elle nous donne. Que les études nous donnent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une preuve scientifique de grade A, une grade de recommandation A? Ça veut dire que les essais randomisés, comparatifs, randomisés de forte puissance, etc., ne restent pas tout simplement une donnée disponible dans la littérature, indexée sous PubMed, mais c'est un essai qui va rentrer dans les recommandations cliniques. Donc, quand vous allez lire les recommandations de l'HAS, par exemple, ces recommandations ont été rédigées à partir de preuves scientifiques qui ont été publiées. Et plus fort est le grade de recommandation d'une étude, plus vous avez des chances donc de rentrer dans les recommandations cliniques et donc que l'étude soit utilisée vraiment dans la pratique quotidienne. Clairement, des études avec un niveau plus faible, le niveau 3 et le niveau 4, plus difficilement rentreront d'une façon importante dans les recommandations cliniques. Donc, on pourra les trouver peut-être, mais ils ne vont pas forcément changer la pratique clinique. Ça ne va pas nous amener à donner un autre traitement, par exemple, ou à changer la prise en charge parce que leur niveau de preuve n'est pas suffisant, ou n'est pas suffisamment élevé. Donc, notamment, les études de cas témoins sont en niveau 3, donc un faible niveau de preuve scientifique, donc un faible grade des recommandations. Les séries des cas également sont en niveau très, très faible. Par contre, on peut avoir les études de cohorte, par exemple, qui sont très puissantes et très bien menées avec un grand effectif, qui peuvent rentrer quand même dans les recommandations cliniques, donc dans les recommandations de l'HAS, par exemple. Donc là, je passe sur une partie un peu plus stats. Donc, alors ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. Donc, c'est un tableau descriptif avec un tableau descriptif issu d'un essai clinique dans ces cas-là. Donc, avec toute une série de caractéristiques de notre population. Donc, chaque ligne plus ou moins correspond à une variable. Est-ce que vous vous rappelez, de quel type de variable on a, par exemple, en regardant ces tableaux? Qu'est-ce que vous direz par rapport à la variable âge et qu'est-ce que vous direz par rapport à la variable sexe, par exemple? Est-ce que vous vous rappelez comment on classe les variables? Comment? Ok, donc c'est ça qui est. Donc voilà, enfin, c'est des choses que vous avez, des notions que vous avez déjà. Donc les deux types de variables quantitatives et qualitatives. Donc c'est des choses que vous avez sûrement déjà vues, mais c'est important en fait quand vous réalisez vos études et vous faites vos analyses et aussi de décrire ces variables. Donc les variables quantitatives sont des variables qui sont décrites par de mesures de position et des mesures de dispersion. Donc la mesure de position, par exemple la moyenne, et la dispersion qui est représentée par l'écart type. Et donc, ça nous permettra également d'interpréter les résultats et c'est pour ça qu'il est important de renseigner dans les tableaux toujours ces informations-là. Donc là, le deuxième type de variables donc représenté par les variables qualitatives, donc renseignées par des effectifs et des pourcentages pour être très pour être très synthétique sur cet aspect-là. Et du coup, est-ce que vous vous rappelez si, par exemple, on reprendrait ces tableaux-là, si on voulait comparer les patients du groupe 1 et les patients du groupe 2, si on voulait comparer ces patients-là, alors cette comparaison n'a pas été faite. Après, on pourra discuter pourquoi elle n'a pas été faite. Mais si on voulait comparer les patients du groupe 1 avec les patients du groupe 2, quel test statistique vous utiliserez? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Par exemple, si on voulait comparer l'âge entre groupe 1 et groupe 2, quel test statistique on aurait utilisé? Alors, l'âge, c'est une variable quantitative. Si on veut comparer l'âge, qui est une variable quantitative, quel test statistique vous utiliserez?
Alors, donc, c'est une variable quantitative. Donc, il y a deux types de tests statistiques qu'on peut utiliser. Alors, j'ai entendu un student, je crois. Ah, pardon, je passe. Alors, donc, ça, j'avais pris un autre tableau pour expliquer les résultats. Donc, un type de tests qu'on peut utiliser, c'est les tests des students, comme quelqu'un d'entre vous a dit. Donc, les tests des students, qu'est-ce que c'est les tests des students? Un test de comparaison des moyennes. Donc, il nous permet de comparer la moyenne d'un groupe 1 à la moyenne d'un groupe B et de dire si les deux populations sont statistiquement, s'il y a une différence. Donc, comme tout test statistique, vous avez toujours deux hypothèses, une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Après, voilà, enfin, c'est pas des choses qu'on vous demande après d'écrire dans la méthode, etc. Mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête, l'existence de deux hypothèses. Donc, l'hypothèse nulle est l'hypothèse d'égalité des moyennes. Donc, la moyenne du groupe 1 est égale à la moyenne du groupe 2. Et l'hypothèse alternative est la différence des moyennes. Donc, la moyenne du groupe 1 est différente de la moyenne du groupe 2. Donc, si je reprends ces tableaux-là, alors ça, c'est issu d'une autre essai clinique en réalité. On avait où on comparait effectivement les caractéristiques en fonction du groupe d'anesthésie des patients. Donc là, par exemple, ce qu'ils ont évalué dans la première ligne, c'est les temps qui est mesuré en minutes. Ils ont décrit les temps par la moyenne de temps, plus ou moins son écart type. Donc ça, c'est une des façons classiques de représenter cette variable quantitative. Alors, est-ce qu'à votre avis, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on conclut par rapport, si on a réalisé un test de students, comment on conclut par rapport à la différence entre les groupes? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Et s'il y a une différence, où est cette différence? Alors, on a utilisé un test des students, donc c'est un test qui compare les moyennes. L'hypothèse nulle est l'hypothèse d'égalité des moyennes et l'hypothèse alternative est l'hypothèse des différences des moyennes. Donc, est-ce que par rapport au test, comment vous interprétez ça? Quand vous lisez un article publié, comment vous interprétez ces résultats-là? Qu'est-ce qu'il vous faut pour l'interpréter? Comment? Oui, on pourrait, mais ça risque d'être très long. Les risques alpha. Oui, c'est effectivement, mais c'est une façon de réaliser des tests et de les interpréter. C'est une approche enfin, c'est l'approche des Pearson. Mais quand vous avez, on fixe a priori un risque alpha, on connaît les risques de deuxième espèce ou bêta, et donc on va obtenir un résultat qu'on va rechercher dans la table de Lola correspondante. Donc dans ces cas-là, dans la table de Lola des students. Mais cela demande une démarche assez longue, et dans la lecture d'un article scientifique, ce n'est pas possible. Ce qu'on utilise, c'est une approche différente d'un autre statisticien, Fischer. Donc on utilise l'approche des Fischer qui nous permet de répondre en fait à la question de la différence ou de l'égalité des moyennes, tout simplement en lisant la p-value. Donc là, c'est qu'on lit, là dans les tableaux, c'est la p-value. Et donc, si on lit cette p-value, quand vous lisez un article par rapport à la p-value, quelle est la valeur que vous prenez comme référence de p-value? Comment? 0,05. Donc, c'est un de ces de p-value, de significativité. Donc là, par exemple, par rapport au temps, est-ce qu'il y a une différence des temps entre les groupes R et les groupes C? Non, il n'y a pas de différence des temps. En fait, la p-value est supérieure à 0,05. Donc, on peut dire que les temps d'extubation, c'est pareil dans les groupes 1, dans les groupes C ou dans les groupes R. Donc, il n'y a pas de différence. Et donc, pour répondre à cette question, on a utilisé ces tests des students. Donc, la p-value n'est pas strictement inférieure à 0,05.
Donc, cela ne nous permet pas de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes. Et donc, on va dire que les temps est les mêmes. Il n'y a pas de différence. Alors que s'il y avait une p-value strictement inférieure à 0,05, on aurait pu dire, en regardant la moyenne, en lisant la moyenne et l'écart type, où elle était située, cette différence également. Est-ce que les tests des students et les seuls tests statistiques qu'on peut utiliser dans l'analyse des données quantitatives? Donc là, on a utilisé les students, mais est-ce qu'on aurait pu utiliser un autre test? Alors, donc là, en réalité, autre que l'effectif en fait qui pouvait être réduit, alors là, c'était pas trop le cas, on avait 43 patients par groupe. À la limite, ça suffirait. Donc, on pourrait faire les tests des students. Une autre raison pour laquelle on devrait utiliser un test non paramétrique comme les tests de Wilcoxon-Mann-Whitney, c'est que la variable étudiée ne suit probablement pas une loi normale. Les temps difficilement suivent une loi normale. Pareil, les paramètres biologiques difficilement suivent une loi normale. Et donc, à la place du test de student, on va utiliser un autre type de test qui est représenté par, pardon, là, et on va utiliser du coup les tests de Wilcoxon-Mann-Whitney, qui est un test non paramétrique qui a exactement les mêmes objectifs en fait du test des students, donc comparer des valeurs quantitatives. Donc là, on avait les temps, par exemple, donc ça pourrait être un paramètre biologique, ça pourrait être ou ça pourrait être une autre variable sur une population plus restreinte. Et donc, on va comparer, on va déterminer s'il y a une différence ou pas. L'objectif est le même. L'interprétation est faite toujours par la p-value. Donc, une p-value strictement inférieure à 0,05 nous dit qu'il y a une différence des décalages des distributions. Enfin, les distributions sont décalées. Et alors qu'une p-value supérieure ou égale à 0,05 nous dit qu'il n'y a pas de décalage entre les distributions. Donc, en réalité, l'interprétation du test est légèrement différente. Les tests des students, un test de comparaison des moyennes, nous permet vraiment d'établir s'il y a une différence entre la moyenne du groupe R et la moyenne du groupe C. Les tests des Wilcoxon-Mann-Whitney, un test de distribution des rangs. Donc, elle nous dit seulement si les rangs, donc les classements entre guillemets des différentes valeurs, est les mêmes entre les groupes R et les groupes C. Donc, l'interprétation est légèrement différente. Une chose qu'on devrait mettre, que je tiens souvent à souligner, c'est que quand vous utilisez un test de Wilcoxon-Mann-Whitney, pardon, je ne retrouve pas les tableaux tout à l'heure, j'aurais dû mettre. Quand on utilise un test de Wilcoxon-Mann-Whitney, on ne donne pas la moyenne et l'écart type de la variable, on ne la décrit pas par moyenne et écart type, cette variable âge, mais on la décrit par sa médiane et l'écart interquartile. C'est là parce que, en fait, les tests de Wilcoxon-Mann-Whitney n'est pas un test de comparaison des moyennes, un test de distribution des rangs. Et donc, donner la moyenne, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la moyenne qu'on interprétera. Ce n'est pas la moyenne qu'on va regarder chez ces patients-là. Une autre chose par rapport à ces tableaux, alors celui-là était sorti de JAMA en fait, alors c'est un essai clinique alors que l'autre aussi était un essai clinique. C'est un tableau descriptif de notre population. Et qu'est-ce qu'il manque dans ces tableaux? Il manque la p-value. Vous voyez, en fait, on n'a pas comparé les groupes 1 et les groupes 2. Ça, c'est pas faux, c'est très bien. Au contraire, c'est très bien. Quand vous réalisez les techniques, vous n'avez pas besoin de comparer les caractéristiques au baseline à l'inclusion de votre population. Il n'y a pas raison de faire des students ou de Wilcoxon-Mann-Whitney. Pourquoi c'est là, à votre avis? Comment?
Oui, tout à fait. On a randomisé avant et donc la randomisation nous assure que les groupes qu'on va constituer sont exactement comparables. Donc on n'a pas besoin d'aller vérifier à nouveau que la comparabilité est là, que l'égalité est là. On sait en fait que tout simplement en regardant que la médiane d'âge est la même dans les groupes 1 et dans les groupes 2. Il n'y a pas de différence. Alors là, c'est vraiment la même, mais même si il y avait un petit décalage, 68, 67, ça aurait été pareil en fait. On n'avait pas besoin de les comparer à nouveau par un test qui nous aurait donné aucune information supplémentaire. Et donc là, effectivement, ce qu'ils ont fait, c'est discutable. Effectivement, c'est de comparer par test des students, par exemple, alors qu'en fait, il n'y avait pas raison, il y avait une randomisation qui avait été faite. À côté de, donc, on a pris l'exemple de variables quantitatives. Donc là, vous allez avoir sûrement dans vos dossiers médicaux, vous avez énormément de variables qualitatives. Comme on a dit, les variables qualitatives sont des variables qui sont décrites par des pourcentages, enfin, par des effectifs et des pourcentages. Ce sont des variables également qui vont être caractérisées par deux modalités dans la plupart des cas, mais par 3, 4 parfois. Quel test vous utiliserez pour comparer donc les groupes R et les groupes C, ou quel test ils ont utilisé à votre avis pour comparer ces deux groupes en fait entre eux par rapport à la variable type de chirurgie? Quel test, un test que vous avez déjà mentionné tout à l'heure? Alors, c'est un test, alors là, sûrement, c'est un test d'équipe 2. Donc, les tests d'équipe 2 testent l'indépendance des variables pour la faire très court. Donc, l'hypothèse nulle est que les deux variables sont indépendantes, et l'hypothèse alternative est que les deux variables ne sont pas indépendantes. Donc, si on regarde ces tableaux-là, est-ce que qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que c'est significatif ou pas? Donc, il n'est pas significatif. Donc, on peut dire que la distribution des types de chirurgie dans la population R et dans la population C est la même. Donc, il n'y a pas de différence. Certains patients n'ont pas été traités, enfin, les patients du groupe C n'ont pas été traités par des types de chirurgie significativement différents que les groupes R. Les tests des Ki2 est un test qui est très souple en fait. C'est un test qui vous permet de comparer des variables qui ont deux modalités, enfin d'établir l'association entre des variables qui ont deux modalités avec une variable qui a trois modalités, quatre modalités, etc. C'est un test qu'on peut étendre un peu à l'infini. Donc les tableaux de contingence qu'on peut dessiner pour un test d'équipe 2, c'est un tableau qui est variable. Ça peut être un tableau 2 x 2. Donc les deux variables ont deux modalités chacune. 2 x 3, 3 x 3, etc. Certes, cela dépend de vos effectifs. Si vous avez une toute petite population, vous n'allez pas pouvoir réaliser des tests d'équideux sur des variables avec trop de modalités. Donc, il faudra essayer de regrouper certaines modalités de façon cohérente et d'une façon scientifiquement et cliniquement cohérente, pertinente. Mais les tests d'équideux est un test qui permet d'avoir une certaine souplesse. Il y a une seule condition d'application du test qui est représentée par les effectifs théoriques. Donc, dans chaque case de votre tableau de contingence, les effectifs que vous allez calculer. Donc, ce n'est pas des effectifs qui sont montrés dans les tableaux, mais il faudra les calculer séparément, en fait, à côté. Ils doivent être supérieurs à 5 afin de pouvoir réaliser un test TQ2. Si la condition d'application n'est pas respectée, du coup, vous allez utiliser quel test? Donc, c'est les tests des Fisher. Mais en réalité, alors, les tests des Fisher, c'est un test un peu particulier. C'est un test qui ne repose sur aucune loi de la statistique. Les tests des Ki2 posent sur une loi du Ki2, les tests des students sur la loi des students, etc. Donc, il y a des lois statistiques derrière. Les tests des Fisher, c'est un test purement mathématique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment les tests sont réalisés. La limite du test d'Equi2, c'est que vous ne pouvez pas les réaliser à l'infini. Alors, je sais que sur Biostat TGV, que beaucoup de gens utilisent, on peut utiliser, par exemple, on peut aller comparer cette variable type de chirurgie avec les groupes. Donc, on peut aller regarder s'il y a une association. Par un test de Fisher,
Sauf que c'est faux, les tests de Fisher fonctionnent sous des tableaux de contingences 2 fois 2. Donc, en fait, on ne peut pas avoir 3 modalités. Là, on a une variable qualitative avec 3 modalités, 1, 2 et 3. Et là, on a une variable qualitative en 2 modalités. Donc là, on a un tableau de contingences 2 fois 3 qui ne peut pas être utilisé sur un test de Fisher. Donc, les tests de Fisher, ils peuvent être appliqués, par exemple, sur cette variable-là, où on a 2 modalités. On a 2 modalités ici. Ici, on pourrait appliquer un test de Fisher. Donc, quand vous utilisez certains logiciels, et même en fait, si vous les faites sur des logiciels plus avancés comme R, les logiciels ne vont pas vous dire qu'il y a une erreur. C'est à vous de savoir que en réalité, l'application du test n'est pas la bonne. Et donc, faire attention à l'interprétation du résultat. Donc, les tests de Fisher sont très utiles quand on a peu de sujets, mais il est très utile si on a peu de sujets, mais également peu de modalités dans nos variables qualitatives. Sinon, il faut passer par d'autres biais, comme les tests d'Equi2 avec une simulation. Il faut faire une pause. OK. Donc, alors, je ne rentre pas dans les. Enfin, j'ai pris comme exemple seulement certains tests statistiques. Il y a clairement d'autres tests statistiques qu'on pourrait prendre en compte. Donc, quand on réalise une étude, c'est là où j'aurais dû la mettre après. Bon, quand on réalise une étude, la première chose qu'on fait, c'est une analyse descriptive de notre population et une analyse bivariée qu'on peut faire par les biais des tests qu'on vient de voir. Donc, on va comparer les groupes R et les groupes C, donc réaliser une analyse en fonction du groupe d'appartenance par les biais des tests statistiques qu'on a utilisés, les tests des students, les tests de Wilcoxon-Mann-Whitney pour les variables quantitatives et les tests des Fisher et les tests des Q2 pour les variables qualitatives. Une fois qu'on a réalisé cette analyse bivariée, si on a la possibilité, si on a également suffisamment des sujets inclus dans notre population, on peut passer à un niveau d'analyse plus poussé qui nous permettra donc d'amener un niveau de preuve plus important et qui est représenté par l'analyse multivariée. Et donc, l'analyse multivariée a comme objectif un objectif similaire à celui de l'analyse univariée ou bivariée, celui d'établir un lien d'association entre une variable dépendante, une variable outcome, et une variable indépendante, donc des variables, des caractéristiques de la population, mais toute autre chose égale par ailleurs. Donc, en prenant en compte la confusion qui peut être amenée par d'autres caractéristiques du sujet. Donc, en fait, l'analyse multivariée nous permet de prendre en compte la complexité du vivant et donc de prendre en compte le fait qu'un sujet ne fait pas tout simplement partie au groupe R et du groupe C et des sexes masculins ou des sexes féminins, mais en même temps, il fait partie d'un groupe A, du groupe C ou du groupe R, et des sexes masculins ou féminins, mais également à un certain âge, également à un facteur de risque comme une comorbidité, comme le diabète ou autres facteurs de risque. Également à l'insuffisance rénale, etc. Donc, elle nous permet de prendre en compte, de calculer l'association qui existe, par exemple, entre les diabètes et notre variable d'intérêt, en sachant que les sujets, en même temps, il n'est pas simplement diabétique, mais il y a également un âge de 72 ans, qu'il a également une insuffisance rénale de stade 3, etc. Donc, ça nous permet de prendre en compte la complexité et le fait qu'un sujet soit plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, la modéliser, ça veut dire, ou prédire, ça veut dire de faire un certain nombre d'hypothèses sur la distribution d'une variable Y. La variable Y est notre variable qu'on veut expliquer. Par exemple, l'effet d'être décédé oui ou non à la fin de notre étude est notre variable explicative. Donc, on va voir quelle est l'association ou comment on peut prédire l'effet des décédés par rapport à tout un ensemble de variables X, donc des caractéristiques de nos sujets. Ça peut être justement des caractéristiques propres du sujet, le sexe, l'âge, mais également les comorbidités, les facteurs de risque modifiables, etc. Et donc d'établir cette relation mathématique qui existe entre X et Y. Donc d'établir globalement l'espérance des Y sachant X. C'est qui dit cette petite phrase. Donc la modélisation, c'est
pas si récent que ça date de 1885, a été introduite, a été découverte, entre guillemets, par Francis Galton. Avant de lui, en fait, à peu près à la même période, en fait, Charles Darwin disait qu'en fait, il faisait aucune confiance à autre chose qui ne respectait pas la règle des trois. Et la règle des trois est une règle selon laquelle, en connaissant une méthode mathématique, en réalité, en connaissant par exemple les caractéristiques des trois objets, on peut arriver à calculer un quatrième objet. En réalité, Galton, en fait, les problèmes qui s'étaient posés, c'était que si on a la longueur d'un os, par exemple, et on connaît également la moyenne, par exemple, la longueur moyenne de cet os et la moyenne de la taille, est-ce qu'on peut calculer est-ce qu'on peut calculer la taille aussi? Donc, on a trois éléments: la longueur de l'os, on a la moyenne arithmétique de la longueur de l'os et celle de la taille. Est-ce qu'on peut calculer la taille? Et en réalité, non, on ne peut pas le faire. Donc, cette règle euclidienne, des mathématiques euclidiennes, ne permet pas de calculer un troisième élément. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des enjeux entre les différents paramètres qu'on devait prendre en compte. Et c'est comme ça qu'on a introduit la régression, donc, qui n'est pas une règle des trois, mais prédit la longueur qui prédit la taille en sachant les autres caractéristiques. Donc, la régression, alors je ne sais pas dans quel détail je peux rentrer dans ça. Est-ce que c'est clair à peu près pourquoi on utilise la régression? Peut-être non. OK. Alors, donc, la régression a comme objectif, c'est lui. Alors, je vais. Oui. Donc, dans les études observationnelles, notamment, alors peut-être pas dans les études randomisées, mais dans les études observationnelles, on a besoin de la régression. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas l'analyse bivariée. Donc, tout simplement, aller tester les variables par test d'équideux ou par test des students ne permettra pas vraiment de tirer des conclusions. Pourquoi c'est là? Parce qu'il y a un biais qui est le biais des confusions, et la seule façon une façon dont on dispose pour s'affranchir de ces biais de confusion dans les études observationnelles, c'est de mettre cette confusion dans des modèles de régression. Et donc, les modèles de régression ont comme objectif celui de modéliser la variable y conditionnellement aux variables x. Donc, la variable y, alors je ne sais pas quelles études vous avez, la variable y est votre variable outcome. La variable que vous voulez étudier, l'événement de santé que vous êtes en train d'étudier comme objectif, et les variables X, comme je disais tout à l'heure, sont des caractéristiques de votre population. Donc, c'est par exemple des caractéristiques propres du sujet, des comorbidités, mais également ça pourrait être par exemple la prise en charge qu'on a mis en place pour ces patients-là, les traitements qui ont été administrés à ces patients, etc. Donc, ça peut être tout un ensemble de choses, ça dépend de la question de recherche, comment elle est posée. Donc, j'ai parlé souvent de la variable Y, mais en réalité, il faut définir également quelle est votre variable Y. Ça, c'est un aspect important pour pouvoir choisir votre modèle de régression. Donc, la régression la plus simple, en fait, qu'on retrouve plus fréquemment, c'est, plus fréquemment, la plus simple à réaliser, en tout cas à interpréter, c'est la régression linéaire. Et la régression linéaire est une régression où votre variable Y est une variable quantitative. Et donc, l'objectif de cette régression linéaire, c'est de quantifier l'association entre les différentes variables x et la variable quantitative y. Est-ce que je peux demander quelle est
quels sont vos objectifs? Enfin, un échantillon. Enfin, est-ce que quelqu'un veut... Et les critères de jugement aussi. Ou la question de recherche qui est posée, hein. Enfin, ou même les titres, en fait, ça permettrait de... Oui. Ouais. Donc, ça peut être quoi comme données physiologiques, en fait? Donc, c'est des questionnaires, en fait, des échelles. Tout à fait. Non, non, c'est alors donc en fait, si l'objectif est par exemple un objectif qui est issu d'un score, enfin une échelle, je sais pas, je sais pas s'il y a une échelle validée, mais ça peut être un score qui permet de mesurer le bien-être du professionnel de santé. Et ben donc en fait, normalement un score, alors, c'est pas complètement correct, mais ça correspond à une variable linéaire. Et donc les modèles de régression qu'on va utiliser, c'est les modèles, donc c'est une variable quantitative, donc on va utiliser les modèles linéaires pour décrire l'association entre les scores et les caractéristiques de notre population. Donc, par exemple, pour chaque sujet, on aura un score qui est donné et chaque sujet présente des caractéristiques à lui, donc les sexes, l'âge, d'autres, je ne sais pas, le niveau d'études, les nombres d'heures de travail, etc. Et donc l'objectif, c'est de mettre un lien, d'associer les scores et d'évaluer comment les scores changent en fonction des caractéristiques du sujet. Et donc d'aller regarder, c'est par exemple, il y a une association en fonction du sexe, nombre en fonction de l'âge, en fonction d'une prise de traitement, etc. Et donc, de regarder s'il y a un lien d'association. Donc, ça, c'est un score, c'est dans les cadres des variables quantitatives. Donc, notre critère de jugement principal est un critère quantitatif. Et on pourrait, dans ces cas-là, utiliser, par exemple, une régression linéaire. Il est plus fréquent d'utiliser en réalité un modèle de régression logistique. Donc, sûrement vous l'avez déjà vu. Un modèle de régression logistique présente comme variable d'intérêt, comme variable Y, une variable qualitative en deux modalités. C'est très important. Après, sinon, on a d'autres modèles, mais ce ne sont pas des régressions logistiques, tout simple. Donc, la variable qualitative en deux modalités, ça veut dire que, par exemple, vous avez oui-non. Par exemple, si on reprend l'exemple du bien-être, plutôt que d'avoir un score qui est numérique quantitatif, donc un score qui va de 0 à 100, par exemple, pour chaque sujet, on a oui, non, je me sens bien, je ne me sens pas bien. Et donc, on voudrait prédire l'effet de se sentir bien ou de ne pas se sentir bien en fonction d'autres caractéristiques de notre population, comme les caractéristiques qu'on a prises en compte tout à l'heure, donc les sexes, l'âge, les nombres d'heures de travail, etc., etc. Donc ça c'est un autre type de modélisation qu'on peut mettre tout à fait en place.
il y a des différences quand même que vous allez pouvoir, qui sont importantes, c'est les résultats qu'on obtient. Dans la régression linéaire, on a tout simplement des coefficients et des intervalles de confiance qui devront être analysés, qui devront être interprétés et qui nous permettront d'analyser la différence moyenne de la variable y par changement unitaire de notre variable x. Et dans la régression logistique, qui est plus facilement accessible, on aura des odds ratio avec les intervalles de confiance. Et donc, ça nous permettra d'établir directement la probabilité d'avoir l'outcome. Donc, oui, je me sens bien, non, je me sens bien, en fonction de la caractéristique donnée. Donc, l'interprétation est plus simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise des données de survie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit dans les temps et pour lesquels l'effet de les temps dans lesquels l'événement se manifeste est quelque chose d'important? Donc, on va mesurer aussi le temps de survenue de l'événement. Mais c'est sûrement quelque chose que vous avez vu dans la littérature. C'est un type d'étude que vous allez retrouver très, très fréquemment, l'analyse des survies. Alors, dans ces cas-là, on ne parle pas des variables quantitatives, on ne parle pas des variables qualitatives, on parle d'une variable censurée. Parce que les critères, notre variable d'intérêt n'est pas l'effet d'avoir une insuffisance rénale terminale, oui, non, mais c'est les délais de survenue de l'événement. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tout simplement l'effet d'avoir l'événement, mais aussi combien de temps il nous faut pour manifester l'événement ou pour ne pas manifester l'événement. Donc, c'est très important d'interpréter ça comme délai et pas comme un critère oui-non, sinon on serait dans la régression logistique. Donc, dans l'analyse des données des censurées, donc des données de survie, on a une autre taille d'effet qui est représentée par l'hazard ratio, le risque instantané qui est très proche du risque relatif, mais il est mesuré à l'instant T, donc chaque instant T a son hazard ratio qui lui est propre et qui nous permet du coup d'établir quels sont les risques de l'événement au moment T donné. Donc ça, c'est vraiment pour... je ne traite pas la poisson parce que c'est quand même assez rare comme type d'analyse. C'est très important d'avoir en tête, du coup, comme je disais tout à l'heure, votre objectif de recherche, votre critère de jugement principal, quel type de variables vous avez dans vos mains pour pouvoir prévoir quelle analyse vous allez réaliser ensuite, en fait. Donc, si j'ai une variable quantitative, je vais utiliser une régression linéaire dans la plupart des cas. Si j'ai une variable qualitative en deux modalités, je vais utiliser une régression logistique pour réaliser mon analyse multivariée. Si elle est en trois modalités, je peux utiliser une multinomiale, par exemple. Si j'ai une variable censurée, donc en temps de survenue d'un événement, les temps de survenue de la suffisance rénale, les temps de survenue du décès. Et dans ces cas-là, j'utilise les modèles de survie les modèles les plus fréquemment utilisés, les modèles de Cox, mais il y a d'autres modèles de survie qui également peuvent être utilisés. Est-ce que cette partie est claire et où est-ce qu'il y a pas forcément aussi la mise en place, en fait. Est-ce que vous voyez un peu comment approcher les problèmes? Après, savoir les faire, c'est autre chose.